Exactement, ouais, j'allais dire, vous êtes très fort. Hein. Heureusement que tous ces livres ont été refusés, les uns après les autres, parce qu'à chaque fois, ça m'a obligé à me remettre en question moi-même et de me dire mais pourquoi, qu'est-ce que je fais qui ne fonctionne pas? Salut à tous, Joël Dicker est mon invité aujourd'hui sur Runtime. L'auteur aux 15 millions de livres vendus dans le monde entier. Il a explosé grâce à son livre La vérité sur l'affaire Harry Kéber, publié en 2012 dans près de 60 pays. Le romancier suisse vient nous présenter son nouveau roman, La très catastrophique visite du zoo. Génial, merci beaucoup d'être ici. Je propose un petit jeu, un d'accord pas d'accord. Ça marche. Et vous pouvez justifier à chaque fois si vous le souhaitez. D'accord, pas d'accord, vous avez déjà eu le syndrome de la page blanche? Pas d'accord. Pas d'accord. Non, j'ai pas tant de pages blanches, j'ai des problèmes de doute après parce que je trouve que tout ce que je fais est nul, mais j'ai pas la page blanche. Ça marche. D'accord, pas d'accord, vous vous levez à 5 h du matin pour écrire? Pas d'accord, en ce moment je me lève à 6 h moins quart parce que j'ai besoin de dormir. Ah oui, ah, c'est bon, vous y arrivez. D'accord, pas d'accord, vous avez failli perdre le manuscrit de l'un de vos romans? D'accord, j'ai laissé mon ordinateur dans le scanner de la sécurité d'un aéroport. Et je m'en suis rendu compte quand l'avion était en train de décoller. J'avais pas de backup. Ouais, ça c'est... Petit imbécile que je suis. Flippant. D'accord, pas d'accord, l'IA est un fléau pour le métier d'auteur. Mais pas d'accord, vous savez pourquoi? Parce que quel est l'auteur qui voudrait utiliser l'IA? C'est-à-dire que quel auteur se dirait je ne vais pas écrire mon propre livre, je vais laisser une machine faire ça? Tout le plaisir, tout le défi, c'est ça. Donc le fléau, c'est pas l'IA. Le fléau, c'est l'auteur qui utiliserait l'IA. Ouais, c'est ça. C'est dans l'autre sens, oui. D'accord, d'accord, vous adorez courir au bord du lac ou dans le parc Bertrand? Absolument. Toujours le cas? Toujours le cas. C'est important d'avoir une routine peut-être de sportif aussi pour ce métier d'écrivain? Pour moi, très, parce que j'ai besoin d'être en forme. C'est des longues journées. Pour moi, écrire un livre, c'est un peu, entre guillemets, une performance comme une performance de sportif. C'est-à-dire, il y a un objectif qui est souvent de longue haleine. Et donc, il faut que je sois en forme. D'accord, pas d'accord, la notoriété ne vous est jamais montée à la tête? D'accord, mais est-ce que c'est me monter à la tête que de dire d'accord? Non, non, c'est vrai. D'accord, pas d'accord, vous voulez laisser une trace? D'accord. Bah, qui ne veut pas laisser de trace? Qui se dit, peu importe ce qu'on fait et ce qu'on est, j'espère que même mes enfants ne se souviendront pas de moi. On veut laisser une trace, on ne serait pas là. Oui, c'est vrai. D'accord, pas d'accord, vous avez déjà envisagé de réaliser un film ou une série? Envisager, d'accord et pas d'accord. Non, ça me trotte dans la tête. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice que vous appréciez vraiment beaucoup le travail, vous appréciez? Il y en a plein. J'ai toujours été un fan de Edward Norton depuis toujours. J'adore. Rien à voir avec ce que je fais et ça, c'est un Américain, mais j'adore cet acteur. Vous pouvez nous dire pourquoi on est ici du coup? On est ici pour parler de, si vous le voulez bien, de mon 8e roman qui s'appelle La très catastrophique visite du zoo. Et justement, c'est un roman qui change vachement de ce que vous avez fait avant. Premier roman jeunesse, pourquoi vous avez voulu peut-être vous rapprocher d'un autre public? C'est un roman aussi pour la jeunesse. D'abord, je l'ai écrit comme les précédents, c'est-à-dire sans me poser beaucoup de questions à part celle de mon propre plaisir. J'avais envie d'avoir du plaisir, j'avais envie de raconter une histoire, de la partager, ça commence toujours comme ça. Et donc je l'ai envisagé pour les adultes, et il est pour les adultes, et il est aussi pour les plus jeunes. Je me suis rendu compte que ça pouvait être un livre qu'on pouvait partager, qu'on pouvait donner à ses enfants, à ses parents, à ses grands-parents, à son voisin qu'on déteste, mais parce qu'on n'a pas de point commun, et on va enfin avoir quelque chose de commun, de partager quelque chose à son copain qui n'a pas lu depuis 15 ans, un livre de partage. Et puis c'est vrai que vous êtes aussi un des rares auteurs à être très présent aussi sur Instagram, sur TikTok. Est-ce que vous avez vraiment cette volonté peut-être au fond de faire renouer un peu les jeunes à la lecture? Bah, la lecture, et on se dit parfois mais pourquoi est-ce qu'il faut lire en 2025? On a nos téléphones, on a Instagram, TikTok, on a un monde digital extraordinaire, parce que la lecture sur papier, et c'est hyper important, la lecture sur papier, elle construit le cerveau, c'est-à-dire qu'elle donne à notre cerveau un outillage unique, de l'empathie, la compréhension de l'autre, la compréhension des enjeux, pouvoir se débrouiller dans la vie, se construire étape par étape, l'école, la fac ou autre, un boulot. C'est la lecture qui nous procure ça, et la lecture sur papier, pas sur écran, parce que c'est pas la même façon le cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Et pour moi, donc c'est une étape hyper importante de continuer à aller voir les gens, surtout les gens qui ne lisent pas encore, parce que tout le monde aime lire, mais tout le monde ne le sait pas encore. C'est un truc que je répète, mais c'est vrai, d'aller trouver des nouveaux lecteurs. Ouais, c'est vrai. C'est ma mission.
Mais justement, vous en parlez aussi que les jeunes aujourd'hui qui sont sur leur téléphone, on a l'impression que peut-être que leur niveau de concentration il diminue et donc forcément c'est pas propice pour un exercice comme la lecture. Vous dites voilà, à la fin du livre, les réseaux sociaux et leur algorithme diabolique, vous avez vraiment ce ressenti-là? Parce que je le vis. Moi j'ai un téléphone comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde, j'adore mon téléphone comme tout le monde et c'est très bien. Il y a pas, c'est pas un combat livre contre le téléphone, c'est les deux. Il faut faire les deux. Et c'est vrai qu'on remarque, moi je remarque que ma capacité de concentration, elle baisse un peu et que j'ai de plus en plus de peine à regarder un film chez moi sans prendre mon téléphone et à faire autre chose. Et c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas une question de bien ou de mal. Même parce que c'est-à-dire que notre cerveau est moins capable. Et c'est pas très compliqué de lire. Il faut juste avoir un livre. C'est déjà une bonne étape. C'est-à-dire prendre un livre avec soi et puis commencer par 5 minutes. Je crois que le problème des gens qui voudraient bien se mettre à lire, c'est qu'on ne sait pas comment on entre dans la lecture. Ouais, je comprends parce qu'on a l'impression que ça va être chiant, que c'est interminable, qu'on n'a pas du tout de plaisir. En fait, un livre, c'est du plaisir. Ouais. Et il suffit de commencer 5 minutes par 5 minutes et on aura du plaisir. Imaginez les documentaires qu'on voit sur Netflix aujourd'hui, où on se dit « Waouh, ça va être bien !» On regarde des documentaires sur tout et n'importe quoi. Ouais. Mais pourquoi? Parce que Netflix, il nous a fait comprendre qu'ils allaient nous montrer des documentaires dans lesquels on aura du plaisir, on aura un plaisir de narration, on est emporté par le truc. Mais un livre, c'est pareil. Il faut qu'on rappelle aux gens que la lecture, c'est d'abord un moment de plaisir. Donc quand vous lisez, vous arrivez à mettre stop sur votre téléphone, vous le mettez de côté et vous arrivez ça? Bah, de temps en temps, oui, quand même. C'est bon. Là, si vous avez parlé de la série. Quand je lis et quand je fais d'autres choses. Ouais. Mais quand je lis, en fait, quand tu lis, tu peux pas faire autre chose. Que si tu lis et que tu as ton téléphone qui sonne, tu lis plus. Ouais. Donc la lecture, t'es obligé de te concentrer un peu. Ouais. Il y a quand même une jeune qui vous lit et qui a voulu vous laisser un petit message vidéo. Donc je vous laisse, c'est une petite question. Ma question, elle est en lien avec le fait qu'on entend souvent les acteurs dire que leur rôle peut avoir un impact dans leur vie personnelle. Et donc vous qui écrivez, qui plus est des romans policiers avec des scènes de meurtre, est-ce que vous pensez que votre manière de penser est impactée au quotidien? Est-ce que vous avez plus de pensées négatives, de méfiance envers les gens, voire est-ce que vous-même, ça vous est arrivé d'avoir des envies de meurtre? Elle l'a dit. Elle l'a dit. Bonjour. Non, j'ai pas des envies de meurtre dans la vie, mais ça m'impacte pas dans le quotidien parce que moi, ce qui me plaît quand j'écris, c'est de raconter une histoire et surtout la résolution de l'histoire. Donc, un meurtre, souvent, c'est une bonne façon de rentrer de façon très efficace dans quelqu'un. Il s'est passé quelque chose. Un meurtre, quelqu'un est mort. Il y a un enjeu énorme, tu vois, il n'y a pas plus grand enjeu que la vie. Donc, tu poses ça, et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, comment. Et j'aime bien aussi que la résolution soit quelque chose qui soit proche de nous, c'est-à-dire que ça pourrait être nous. Je crois que c'est pas mal comme question. C'est pas que j'ai des envies de meurtre, mais qu'est-ce qui pourrait faire que vous, moi, des gens qui n'avons pas forcément vocation à commettre un meurtre, qu'est-ce qui pourrait nous faire passer cette barrière? Ah non, c'est intéressant. Mais du coup, vous devez être hyper flatté quand vous voyez des jeunes qui viennent vous voir dans la rue, qui vous reconnaissent. Mais c'est pas seulement flatté, c'est que ça me rend tellement heureux. Parce que de raccrocher les wagons ensemble et d'être capable de dire aux gens, lisez, lire, c'est tellement bien, c'est tellement fort. Mais justement, nous on a tous 21 ans. Est-ce que vous vous souvenez de où vous étiez quand vous aviez 21 ans? Oh là là. C'était il y a 20 ans presque. C'était il y a 18 ans, presque 20 ans. En études de droit? Exactement, ouais, j'allais dire, vous êtes très fort. Hein. J'étais en études de droit. Je commençais 2004-2005. Ouais, je commençais ma 2e année de droit. C'est ça. À la fac de droit à Genève. Et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'étais complètement paumé. Mais j'écrivais déjà. Justement, vous avez écrit, il me semble, 5 romans entre vos 20 et 25 ans. Ouais. Et pourtant, aucun n'a été accepté, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. J'ai écrit, toutes mes années de fac ont été consacrées à l'écriture d'un livre. Et chacun de ces livres a été refusé l'année après. Donc, mon année de fac, c'était à peu près l'écriture d'un livre jusqu'en juin. En juin, je l'envoyais à tous les éditeurs possibles et imaginables. Pendant l'été, jusqu'en septembre, je recevais toutes les réponses qui étaient « Non, merci beaucoup, ça ne nous intéresse pas, arrêtez de nous envoyer vos bouquins, on n'en veut plus. » Et du coup, je recommençais la fac à la fin du mois de septembre en me disant « Je vais écrire un autre livre. Et je vais m'y remettre. Mais ça va le faire cette fois. »
Et rebolote à la fin de l'année, le livre était terminé, rebolote pendant l'été, les lettres, merci beaucoup. Et ça a duré 5 ans. Et finalement, je me suis jamais découragé, je n'ai jamais renoncé. Mais est-ce qu'avec du recul, vous avez compris, peut-être en revoyant les manuscrits plus tard, pourquoi ils n'avaient pas été acceptés? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ils pourraient être publiés? C'était vraiment pas bon. Ah bon? Okay. Non, mais c'est normal. C'est-à-dire que l'échec est vraiment ce qui nous construit. Et heureusement que tous ces livres ont été refusés, les uns après les autres, parce qu'à chaque fois, ça m'a obligé à me remettre en question moi-même et de me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais qui ne fonctionne pas? Et qu'est-ce que je devrais retravailler? Qu'est-ce que je dois remettre un peu en question dans mon fonctionnement? Et la réponse, je l'ai trouvée au bout de 5 livres, c'était, je faisais des livres pour plaire à un éditeur, que je ne connaissais pas, une entité éditeur, que j'envoyais en plus à tout et n'importe quoi. Et au lieu de me concentrer sur qu'est-ce que moi je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai écrit le 6e roman, qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est un roman, et qui est très différent des autres, même en narration, en taille, en tout. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire comme livre pour moi? Oui, mais c'est vrai qu'en plus, quand vous envoyez le manuscrit à Bernard, votre éditeur, vous hésitez. Alors qu'à ce moment-là, il me semble que vous n'avez pas de taf, c'était un peu la galère. Complètement. J'écris à... Alors, entre-temps, pendant que j'écris Harry Kéber, ça m'a pris 3 ans, mon 5e roman, refusé par tout le monde, paraît finalement, je rencontre un éditeur, Bernard Defallois. Le roman paraît finalement en janvier 2012, au moment où j'ai terminé le manuscrit de Harry Kéber. Et je suis hyper hésitant à lui montrer ce manuscrit parce que moi je me dis, oulala, je me suis laissé embarquer dans mon plaisir, ce gros bouquin qui se passe en Amérique, qu'il ne va jamais aimer. Qu'est-ce qui va se passer? Et ben j'imagine après tant d'années de galère, de voir qu'il s'écoule à autant d'exemplaires, comment vous l'avez vécu vous de l'intérieur quoi? Peu à peu. C'est-à-dire que le premier tirage était modeste. 6000 6000 exactement, ouais, vous êtes très fort. Hein. 6000 exemplaires, et je me disais, mais qui sont les 6000 qui ont acheté mon bouquin? Quand tu appelles genre, tes parents, ta grand-mère, tes cousins, tu vois, j'étais là, comment je vais faire? Mais j'étais même pauvre Bernard. Et puis de 6000, on est passé à 10 000, et puis à 20 000, et puis je me souviens du cap des 30 000. C'était quand j'ai reçu le Grand Prix de l'Académie française, donc octobre 2012, et puis ça s'est emballé hyper vite. Et on avait atteint, je crois, 500 000 avant la fin de l'année. Ouais, c'est incroyable. C'est fou et en même temps, c'est dur de se rendre compte de ce que ça représente. Ouais. On les voit pas, c'est un peu... C'est pas un stade devant toi, c'est pas que tu es un musicien qui a une foule, donc il y a toujours une distance, mais qui fait du bien. Oui, non, c'est vrai. Bon, bah génial, merci beaucoup Joël. Merci à vous. Super. Plaisir. Génial. Grand plaisir, vous êtes des pros. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker si ça t'a plu et à t'abonner pour voir les prochaines interviews. Il y en a plein qui arrivent. Merci pour tout votre soutien sur tous les réseaux. Si tu préfères écouter les interviews, elles sont aussi disponibles en podcast sur Spotify, Deezer et les autres plateformes. Merci et je te dis à très vite.